Après avoir été remarqué pour son premier roman, Une nuit sans aube, paru en 2022, Benoît Delluin revient avec un nouveau thriller aux éditions XO. Franco-canadien, le jeune homme sillonne le monde pour une grande marque de cosmétiques de luxe. Et dans cette vie trépidante, l'écriture s'est imposée à lui en 2020, quand, bloqué aux États-Unis par la pandémie, il s'est lancé dans la rédaction d'une intrigue à rebondissement parfaitement maîtrisée, qui deviendra donc son premier roman. Cette fois-ci, dans ce nouveau titre, nous découvrons Olivier et son compagnon, Haroun. Tous deux passent quelques jours de vacances en Thaïlande, non loin de la frontière cambodgienne, ce qui permet à Haroun de rendre visite à sa famille, qu'il n'a pas revue depuis qu'il s'est installé en France, 7 ans plus tôt, et qu'il vit avec Olivier. Mais en ce mois de décembre 2023, le couple ne va pas fort. Un soir, c'est la dispute de trop. Haroun claque la porte de la chambre d'hôtel et part dans la nuit. Pensant à une simple querelle d'amoureux, mais surtout blessé dans son amour-propre, l'orgueilleux Olivier va mettre plusieurs jours à s'inquiéter du silence de son compagnon. Où est-il? Que s'est-il passé? Et le roman de nous entraîner dans un contre-la-montre sur les traces d'Haroun. Avec des chapitres courts, des allers-retours entre le passé et le présent, des personnages bien construits, une écriture alerte, Benoît Delluin réussit brillamment le difficile exercice du second roman. Mais il va plus loin que cela. Car si l'écriture est addictive et que le roman, séquencé comme un thriller, procure un réel plaisir de lecture, il interpelle surtout sur plusieurs thématiques. Une partie de l'intrigue se déroule en Thaïlande, mais on ira aussi à Nice, à Paris ou sur l'île Dieu pour découvrir qui est réellement Olivier, le protagoniste du roman. Quel a été son parcours, quelles sont ses failles, ses blessures, ces fameuses blessures qu'il tente de cacher derrière une certaine arrogance. Et pourquoi Olivier a-t-il coupé les ponts avec sa sœur Sophie, eux qui étaient si proches durant leur enfance vendéenne? Et puis il y a Haroun, disparu depuis cette dramatique soirée de décembre, drogué, enlevé, qui va se retrouver embarqué de force sur un chalutier dans la mer de Siam, intégrant la longue cohorte des esclaves de la pêche intensive, un sujet peu connu en France et pourtant bien réel, que ce livre a le mérite de mettre en lumière. Enfin, et c'est bien le thème principal du roman, à travers cette histoire pleine de rebondissements et de suspense, l'auteur aborde un sujet qui lui est cher, celui de la préservation des océans, tellement malmenés par la pêche intensive, tellement peu considérés dans nos sociétés basées sur le commerce, l'industrie, l'argent et la consommation à outrance. Benoît Delluin s'est largement documenté pour l'écriture de ce roman et y donne une belle place aux associations de défense des mers et océans avec lesquelles il est en contact régulier. Voilà un livre réussi dans la forme et dans le fond. Un cri dans la nuit, c'est le nouveau titre de Benoît Delluin et le livre est publié chez XO. Bonjour Benoît Delluin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de ce qui est votre, j'ai envie de dire déjà, votre deuxième roman, Un cri dans l'océan. C'est aux éditions XO. On va tout de suite mettre de côté que vous avez une autre activité. Vous travaillez notamment pour une grande maison du luxe dans les cosmétiques notamment. Vous êtes franco-canadien, ce qui veut dire que vous avez longtemps partagé votre temps entre le Canada et la France. Aujourd'hui, vous êtes complètement installé chez nous en France? Oui, depuis le début de l'année dernière, de retour en France totalement. Oui. Alors c'est au romancier que je vais m'adresser plus particulièrement, justement, dans cette double culture, dans cette vie trépidante, dans ce monde du luxe dans lequel vous évoluez. Pourquoi à un moment avez-vous eu envie et besoin de vous lancer dans l'écriture et dans l'écriture romanesque? Alors, c'est pas tout à fait passé comme ça pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé le Covid aux États-Unis de façon très forte. En fait, j'étais à l'hôpital, j'étais très mal. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus voyager d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Donc, comme j'étais fiévreux, je me voyais mourir à l'hôpital sans avoir pu revoir ma famille, etc. Et donc, dès que j'ai été guéri du Covid, c'était en mars 2020, je suis rentré en France où je me suis confiné. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, le fait d'avoir eu la fièvre pendant quelques jours, etc. Ça m'a donné envie d'écrire mon premier roman et qui commence par en fait un enfant qui est renversé, un Français qui est renversé par une voiture aux États-Unis et on appelle sa mère en pleine nuit. C'est ça qui m'a... Voilà. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai écrit un peu pour rigoler comme ça, parce qu'avec le décalage horaire, je travaillais que l'après-midi, mais j'avais les matins de libre.
Donc j'ai écrit ça un peu pour rigoler. Je l'ai donné à mes amis qui m'ont dit: «C'est très bien, tu devrais l'envoyer à des maisons d'édition». Ça vous a titillé, vous Voilà, je me vous suis êtes dit: dit: «Vous êtes pas allons-y. sérieux, personne on va me rire au nez» et puis finalement, voilà, j'ai eu des avis positifs et donc Et c'est comme ça qu'arrive donc en 2022 2022, Une nuit une sans aube, nuit le sans premier. aube qui a été très largement remarquée et par les lecteurs et par les critiques. Ça veut dire que l'envie de l'écriture arrive un peu comme ça par hasard ou néanmoins vous avez quand même l'impression que c'était plus ancien? Quel enfant étiez-vous? Quel adolescent? Étiez-vous un grand lecteur? Étiez-vous déjà très fan des rédactions à l'école ou au contraire, est-ce que l'écriture était assez éloignée de votre univers? Non, non, j'ai toujours beaucoup, aimé, lire, ça c'est sûr. J'ai toujours beaucoup lu. J'étais un adolescent qui lisait beaucoup, et après je pense que ça s'est un peu perdu dans mes études parce que j'ai fait des études de commerce et voilà, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai beaucoup voyagé, je travaille exclusivement en anglais et je pense que comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai moins le temps de lire et je pense que tout ça est ressorti, oui, bah, j'avais 37 ans quoi, en fait. C'est drôle, mais et en fait, maintenant, ce qui est amusant, c'est que j'adore ça. Je trouve alors que ça pourrait paraître un petit peu autistique de se retrouver devant un écran tout seul à écrire, je trouve ça génial. Ça veut dire que vous vous êtes découvert un petit peu différemment en prenant la plume, en devenant vous-même auteur? Bah, en tout cas, ça permet d'exprimer une autre facette de ma personnalité. J'aime beaucoup mon travail corporate, voilà, je m'occupe, de plein de enfin, je suis responsable, pour cette entreprise de cosmétiques de l'Europe, du Moyen-Orient et d'une partie de l'Inde sur les aspects marketing. Donc c'est vrai que j'évolue avec plein de personnes et plein de cultures, ce qui m'intéresse énormément et là, c'est plus une quête de sens, l'écriture, où on va, au bout de soi-même, en fait, c'est plus solitaire. Donc vous vous révélez quand même un peu à vous-même par l'écriture, vous vous découvrez différemment. Vous dites que vous voyagez pas mal, si je l'entends par votre activité professionnelle. Quel genre de livre glissez-vous dans votre besace lorsque vous êtes dans l'avion? Alors moi, je suis vraiment un lecteur éclectique. Déjà, j'en glisse trop, ça c'est sûr, parce qu'en général, j'en emmène toujours beaucoup. Mais parce que je pense qu'en vacances, on a le droit de choisir et de commencer un livre et de l'arrêter. Et en fait, je lis vraiment tout. C'est-à-dire, je lis les auteurs à la mode, mais je peux aussi relire Apollinaire, Mallarmé, les Pléiades, des livres de développement personnel, vraiment tout. Vous butinez dans la littérature. Alors je vous pose cette question parce que vous avez fait un choix, pour vos 2 premiers titres. C'est qu'à la fois vous avez envie de partager un message, on va en reparler avec notamment celui-ci, Un cri dans l'océan, et puis vous aimez aussi entraîner le lecteur dans un page turner parce qu'on est dans l'esprit du thriller, il y a une intrigue, il y a des personnages qui sont dans des situations très complexes. Vous avez envie aussi de cela, vous aimez ce style de littérature, le thriller en quelque sorte? Alors, c'est amusant parce que moi, j'en lis pas beaucoup pour le coup, mais je pense que c'est plus parce que moi, je suis quelqu'un d'un peu timide, donc j'ai tendance à parler vite, j'ai pas envie de prendre trop le temps des gens, et je me dis qu'il faut qu'ils aient envie de tourner les pages du livre. Donc c'est plus que voilà, l'intrigue est au service d'un message, même si beaucoup de gens me disent qu'ils sont d'abord portés par l'intrigue, et j'avais plein de commentaires sur Une nuit sans aube où des gens disaient que ça s'appelait sans doute comme ça parce qu'ils l'avaient lu en une nuit, et c'est vrai que là, je pense qu'il y a une forte tension aussi, mais pour moi, la chose principale c'est le sujet de fond. C'est le sujet, le message sur lequel on va revenir. Quel genre d'auteur êtes-vous? Avez-vous des petites manies? Est-ce que vous vous consacrez plusieurs heures par jour ou au milieu de la nuit, vous avez besoin d'écrire? Est-ce que comme certains auteurs, vous avez besoin de boire des litres de café? Ou au contraire, comment travaillez-vous? Est-ce qu'au contraire, ça c'est un peu au fil du hasard? Alors en fait, je peux parler des deux premiers, donc je sais pas, j'en ai pas écrit beaucoup pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que j'ai une idée qui va germer, je vais prendre quelques notes et cetera et ensuite je vais essayer de m'allouer, du temps. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai été muté depuis New York à la France, j'ai demandé à avoir 2 mois de pause et je m'installe quelque part et j'écris le livre et donc là, c'est vraiment mon activité principale. Je suis un peu en décalage horaire, j'ai tendance à me coucher vers 3h30, me réveiller vers 11h, mais ce qui, moi, me va très bien. Voilà, et tout sort comme ça très vite, très vite. Souvent, c'est beaucoup trop long à la fin. Donc voilà, il devait faire, facilement, 40 de plus et je le reprends 1 ou 2 mois après, je coupe. Donc travail de relecture, travail aussi peut-être avec l'éditeur qui amène sa patte, j'imagine? Bah, alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai changé d'éditrice entre les 2 plus juste parce qu'elle était plus disponible pour le second et sur le premier, donc effectivement, j'avais jamais écrit de livre avant. Donc elle me disait: «Mais non, mais il faut les interjections». Elle m'a expliqué des choses pour que ça puisse se lire facilement. Et du coup, le deuxième, en fait, bah, j'ai fait les choses tout seul et l'éditrice me dit: «Mais c'est fabuleux, on n'a plus rien à vous demander», parce qu'elle m'avait appris à réduire les longueurs et cetera, les répétitions. Donc j'ai pris le pli. Puisque vous en êtes, Benoît, à votre deuxième livre, finalement, ça vous a appris quoi, de devenir, romancier?
Si vous devez, je sais pas, comme ça réfléchir à ce que ça vous a apporté dans votre vie? Bah, c'est amusant, je pense qu'on apprend à se connaître un petit peu mieux, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, on écrit toujours un peu sur soi. Donc je pense que tous les personnages de mes livres, c'est toujours un petit peu des facettes de moi-même. Et on apprend aussi beaucoup sur les autres, parce que ce soit ses proches ou les lecteurs, enfin moi, c'est ce qui me touche le plus quand je reçois des messages et qui me racontent à quel point ça les a touchés. Et c'est drôle parce que soit en fait ils envoient effectivement des lettres comme ça se faisait à l'époque à l'éditeur, soit ils me retrouvent maintenant sur Instagram, sur LinkedIn. Hier j'ai eu un message sur LinkedIn d'un évêque sur ce livre et je trouve ça passionnant en fait. Et vos proches aussi ont un regard différent? Ils vous ont découvert différemment depuis que vous avez pris la plume? Je Vous sais avez pu échanger pas. avec eux? Alors eux, je pense que c'était les moins étonnés que j'écrive peut-être, mais c'est pas, en tout cas ma famille, c'est pas forcément mon meilleur public. C'est-à-dire c'est pas ils vont pas là, ils l'ont pas du tout tous lu avant la sortie. J'ai 6 frères et C'est peut-être le sœurs public le plus exigeant. et c'est le public le plus exigeant, je pense, voilà. Sur mes non, j'ai 5 frères et sœurs, j'en ai, une qui l'a lu pour l'instant, et mon père m'a dit: «Oui, oui, c'est très bien, mais bon, c'est quand même pas si bien écrit». Ça fait toujours plaisir à entendre. Mais ça veut dire que demain, Benoît Dalluin, on aura l'occasion de retrouver votre nom en librairie. Vous avez envie de devenir romancier à 100%, c'est ça l'objectif, l'envie? Bah, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Aujourd'hui, je me pose juste la question de savoir si j'ai un talent suffisant. Est-ce que voilà, c'est un peu toujours l'histoire dans la vie, voilà, il faut faire fructifier son talent. Est-ce que mon talent est là? Est-ce que mon talent est ailleurs? Je sais pas. Mais oui, non, c'est quelque chose que j'aimerais bien, faire. Bon, et ben, on vous souhaite en tout cas le meilleur et puis en tout cas, moi, je vous invite vivement à découvrir ce jeune et talent prometteur qu'est Benoît Dalluin. Votre actualité, ça s'appelle «Un cri dans l'océan», c'est aux éditions XO. Il y avait eu précédemment, Benoît Dalluin, Une nuit sans aube, c'était votre premier titre, en 2022. Cette fois-ci, nous allons découvrir un couple, c'est Olivier et Haroun, et ils sont partis en voyage. Ils avaient besoin peut-être de faire une petite pause dans leur histoire. Ils sont partis en Thaïlande passer quelques jours. On va comprendre pourquoi. C'est Un cri dans l'océan, c'est votre nouveau titre. Présentez-nous ce couple que forment, Olivier et son compagnon Haroun. Bah, c'est un couple un petit peu, déséquilibré, où il y a des problèmes de communication. C'est un couple effectivement qui va pas très bien. Olivier, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la conquête, la soif de plus d'argent, plus de réussite et cetera. Il a une quarantaine d'années et son compagnon, Aaron, qui est d'origine cambodgienne, lui ne travaille pas, reste à la maison, est beaucoup plus, on va dire contemplatif, dans l'instant présent et il y a une forme, oui voilà, de déséquilibre entre les 2. Olivier, pour lui, c'était important d'avoir, je pense, un copain, beau, un peu plus jeune et cetera et pour Aaron, c'était plus d'avoir des projets en commun et il a l'impression que finalement, son compagnon délaisse le couple. Ils ont donc besoin de quelques jours de vacances. Ils font le choix de la Thaïlande, qui est une belle destination, mais ils font le choix d'une station balnéaire qui est surtout réputée pour être un repère du tourisme sexuel. Et puis un soir, il y a une dispute, peut-être la dispute de trop. Il y a Aaron qui claque la porte. Sauf que Haroun va complètement disparaître des écrans radars. Au début, Olivier pense que c'est une querelle d'amoureux et qu'Haroun a simplement coupé son téléphone, mais cela s'avère bien plus grave que cela. Et c'est comme ça que va naître ce que je peux appeler peut-être un thriller. Vous me direz si vous le considérez vous-même comme un thriller, mais en tout cas, on va se demander pendant tout un moment ce que devient Haroun. Et puis l'importance du roman, c'est qu'il est construit en deux périodes. Parce que très vite, on va remonter le fil pour savoir qu'Olivier a eu une enfance en bord de mer, du côté de l'île Dieu. Alors pourquoi était-ce important de construire votre roman de cette façon-là? C'est-à-dire qu'à un moment, on est en 2024, et puis à un certain moment, on revient dans les années 80-90. Alors c'est vrai que j'ai fait ça aussi dans le premier roman. Pour moi, c'est important parce que je trouve que les personnages sont pas juste là maintenant, mais ils viennent tous d'une histoire. Effectivement, Olivier, on le découvre dans les premières scènes, pas forcément sympathique, même plutôt complètement antipathique, que ce soit avec son conjoint ou le personnel de l'hôtel. Et après, on comprend en fait, voilà, qu'il a eu cette enfance à l'île-Dieu, que ses parents enfin, ont divorcé, qu'il a été du côté de sa mère. Et voilà, je pense que sa vie a été en grande partie construite sur ça et que même aujourd'hui, il est dans une quête comme ça professionnelle et de réussite, mais il est presque le dépositaire d'une ambition qui n'était pas vraiment la sienne en réalité. Personnage assez complexe, que ce soit Olivier, que ce soit Haroun. On va faire connaissance aussi avec la sœur d'Olivier, Sophie, qui est un personnage qui va prendre place dans l'intrigue. Une construction qui se rapproche du thriller.
Et puis, que ce soit la Thaïlande, que ce soit l'île Dieu, il y a surtout la mer, il y a l'océan qui est très présent dans le roman, d'où le titre Un cri dans l'océan, parce qu'au-delà du goût, de l'appétence pour ce style de littérature, vous voulez aussi délivrer un message, et c'est la défense des océans qui est au cœur de votre sujet. Exactement. En fait, je pense que ça fait depuis toujours, j'avais voulu écrire un livre sur les océans parce que je pense que les océans sont vraiment dans une très mauvaise posture aujourd'hui. Et en fait, je cherchais un sujet qui permette aux gens de réagir sur les océans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, souvent c'est des dystopies et ça peut être un petit peu anxiogène, ou souvent c'est des essais. Mais c'est rarement des romans avec des héros. Et là, c'est ce que j'ai voulu faire en fait. On l'a dit, ce livre est construit comme un thriller, puisqu'il y a au départ ce jeune couple, Olivier et Haroun, et puis Haroun qui disparaît un soir, et ce qui nous permet aussi d'aborder un autre sujet qui est en parallèle de la défense des océans. C'est ce qui se passe dans ces mers autour de la Thaïlande, c'est l'esclavage, et je peux en parler aisément puisque ça arrive dans la première partie du livre. C'est l'esclavage autour de la pêche à outrance, avec des gens qui sont parfois drogués pour être ensuite emmenés sur des bateaux de force, et on va savoir très vite que c'est ce qui est arrivé à Haroun. Comment avez-vous découvert ce sujet dont on ne parle peut-être pas suffisamment? Oui, alors on n'en parle pas beaucoup en Europe parce qu'on en parle plus aux États-Unis, parce que la plupart en fait de la production de poissons d'Asie du Sud-Est est destinée aux États-Unis. Et en fait, un matin en allant au travail, je suis tombé sur un article du New York Times sur l'esclavage en mer. Et j'ai été sidéré en fait. J'ai eu besoin de vérifier que ça existait vraiment. Ça me paraissait complètement aberrant que dans notre siècle, on parle de centaines de milliers de personnes puissent être retenues en haute mer contre leur gré. Et en fait, après, en lisant l'article, il vous explique l'engrenage et qu'en fait, bah oui, mais c'est des bateaux qui sont en haute mer, donc ils sont dans les eaux internationales, donc il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas non plus de téléphone. Et en fait, bien sûr, l'idée, c'est que vous avez d'autres bateaux qui font la navette, qui d'un côté apportent le carburant, du riz, voire des nouveaux esclaves, et dans le sens inverse, en fait, vont livrer les poissons à terre. Donc, c'est des bateaux qui restent en haute mer pendant parfois des années. Et il y a des récits, parce que c'est très documenté aux États-Unis, j'étais à l'ONU, voir des rapports, etc. Il y a des récits d'hommes qui n'ont pas vu la terre ferme pendant 10 ans. Ce qui vous a donné l'occasion d'écrire des pages qui sont très fortes, hein. Lorsque l'on retrouve justement ces esclaves sur ces bateaux qui sont soumis à des conditions absolument effroyables, on est avec eux, on souffre avec eux. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez écrit ces pages-là? Alors, j'ai tout écrit à Nice, donc c'était un peu plus facile parce que Nice, c'est une ville, même si c'était à Nice en hiver, toujours une ville un peu douce, chaleureuse, sympathique. Mais c'était pas facile. Et effectivement, quand j'ai dû raconter ce qu'il arrivait à Rome, donc il est d'abord kidnappé, puis il est sur ce bateau de transbordement. Je décrivais tout, la violence, etc. Et quand il arrive sur le bateau de pêche, je me souviendrai très bien, il était 23 h, je me suis dit, oh, je peux plus. Je ne veux pas continuer à écrire comme ça, des descriptions abjectes, parce qu'encore tout est vrai. J'ai rien inventé, tout ce qui est voilà, raconté dans ces pages sur le bateau a été rapporté par plein de personnes. Et en fait, je suis parti faire un jogging, ce qui m'arrive parfois à 23 h, et je suis rentré et je me suis dit, en fait, je vais faire un journal de bord. Voilà, Ce sera beaucoup plus facile pour moi et ce sera sans doute plus facile pour le lecteur. et ce qui vous permet d'aborder aussi un autre style d'écriture, c'est qu'il y a plusieurs pages qui sont sous la forme d'un récit épistolaire. Exactement. Lorsque vous avez mis le point final, vous avez eu l'impression, au-delà de l'écriture, de l'aspect thriller, du personnage d'Olivier, du personnage d'Haroun, parce que c'est aussi ce qu'on va suivre, hein, c'est est-ce que ce couple va se retrouver? Comment vont-ils réussir à sortir de cette situation, incroyable? Vous avez eu l'impression aussi de délivrer un message? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à transmettre? Et quel lien avez-vous aujourd'hui avec les associations qui militent pour la défense des océans? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, à partir du moment où j'ai eu ce sujet de l'esclavage, je me suis dit: «C'est pas possible, il faut qu'on en parle». Et c'est les visages de tous ces gens de me dire que voilà, il y avait tous les jours des dizaines de personnes en haute mer qu'on poussait à la mer, qu'on tuait sans que personne ne soit au courant. Tout ça pour des poissons, ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a hanté. Et à partir du moment où j'ai fini le livre, je me suis senti mieux parce que je me suis dit: «C'est bon». Voilà, j'ai en quelque sorte, si vous voulez, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne tous mes droits effectivement à des associations qui sont citées à la fin du livre. Il y a 2 associations qui sont peu connues, qui sont spécialisées sur les esclaves, dans les flottes de pêche asiatiques, et 2 associations en France et dans le monde qui sont très puissantes aussi, dont Bloom, qui est contre la surpêche, et Sea Shepherd, qui est plus sur les créatures marines, au global.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur votre roman parce qu'il y a également tout le lien familial d'Olivier avec sa sœur, avec ses parents dans leur petite maison de l'île-Dieu. Il y a les relations aussi d'Haroun avec sa propre famille qui est restée au Cambodge. Mais tout cela, vous le découvrirez par vous-même en lisant ce livre fort bien construit, fort bien écrit, et puis surtout ce sujet dont on parle assez peu, la défense des océans. Et puis, moi, ce que j'ai découvert grâce à vous, c'est effectivement cet esclavage qui se déroule dans ces eaux pour la pêche intensive. Ça s'appelle Un cri dans l'océan. C'est votre actualité. Le livre vient juste de sortir. Merci Benoît Dalluin d'être Merci venu à nous vous. en parler. Vous êtes publié aux éditions XO.